Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous parlons des jeunes dans la foulée de la journée mondiale, journée internationale de la jeunesse. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse malienne, la promotion de la jeunesse malienne entre avancées et défis, c'est le thème du Grand Dialogue. Plus de 47% de la population malienne ont moins de 15 ans et l'âge moyen est de 21 ans. Des données du recensement de la population de 2023 au Mali, les jeunes font face à plusieurs défis tels que le chômage, l'accès limité à l'éducation et la formation, la drogue, l'addiction aux réseaux sociaux, mais aussi l'insécurité, entre autres. Pourtant, la promotion de la jeunesse a toujours été une priorité pour le Mali si l'on se réfère au discours politique. Mais qu'en est-il dans les faits, dans la foulée de la journée internationale de la jeunesse? Comme je vous le disais tantôt, le Grand Dialogue pose le débat aujourd'hui avec nos invités au nombre de deux. Boubacar Condé, il est coordinateur adjoint pour l'épanouissement des jeunes de la diaspora au Conseil national des jeunes du Mali. Et Dr Fatoumata Diko, elle est observatrice. Sekou Gadjigo va modérer ce Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à cette invitation. Je voudrais commencer par vous, Boubacar Condé. Aujourd'hui, vous, en tant que membre du Conseil national des jeunes, la grande fêtière des jeunes du Mali, comment se porte la jeunesse malienne aujourd'hui? Merci pour votre invitation. La jeunesse malienne aujourd'hui se porte, on peut dire que se porte comme à l'image du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays, tout comme la jeunesse, est confronté à d'énormes problèmes qui sont très énormes et qu'il faut l'accompagnement et que tout un chacun puisse se mettre ensemble pour que le pays puisse avancer. Donc alors, la jeunesse aussi, elle se trouve dans cette situation. Oui. Alors on a vu un moment, le Conseil national des jeunes était confronté à des difficultés et il y a eu des dissensions, en tout cas des divisions jusqu'à ce que l'organisation a été dissoute un moment et puis la remettre en place. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la cohésion est de retour au sein de votre organisation? Oui, on peut le dire, parce que c'est la toute première fois dans l'histoire même du Mali que la jeunesse, le bureau du Conseil national de la jeunesse puisse être mis en place à travers des élections crédibles et viables, parce qu'on a vu, c'était télévisé, c'était sous le leadership du ministre actuel de la jeunesse, M. Abdoul Kassim Fonba, qui a mis tout en œuvre, et c'est le lieu ici de le saluer, parce que c'est la toute première fois qu'on met en place un bureau du CNJ, comme vous le dites, sans pour autant qu'il y ait diffusion de sang, qu'il y ait de personnes parties en prison ou qu'il y ait d'autres amalgames ou autres problèmes que ce soit. Donc c'est une première et c'est ce que nous voulons que l'opinion nationale et internationale puisse comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on est confrontés à des problèmes qui relèvent de la crédibilité. En fait, l'ancienne image que les gens ont du CNJ, ils pensent que c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Or, tout ce que nous voudrons faire aujourd'hui, c'est de montrer que, en fait, la jeunesse malienne a des potentialités. Et il faut les mettre en valeur. Et pour ce faire, nous qui sommes à la tête aujourd'hui, qui avons la chance d'être à la tête de la jeunesse aujourd'hui, nous devrons tout mettre en place pour rehausser l'image de cette belle structure. Mais est-ce que tous les jeunes se reconnaissent au CNJ actuel? Est-ce qu'il n'y a pas de contestation? Il n'y a plus de contestation? Actuellement, il n'y a plus de contestation. Parce qu'après l'élection, les candidats, il y avait 3 candidats à la présidence du CNJ. Les 3 candidats se sont donné la main. Ils ont tous salué l'élection du président Souri Ibrahim Cissé, que je salue aussi. Et pour vous dire que le CNJ, c'est vraiment un outil très puissant. Ce n'est pas comme les autres organisations qui existent au Mali. D'accord. Nous sommes implantés dans les 800 pays, 800 communes qui existent au Mali. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Nous allons en revenir plus tard, Madame Diko. Monsieur Condé le disait tantôt que la jeunesse malienne se porte à l'image du pays, c'est-à-dire confrontée à d'énormes difficultés. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Bonsoir à toute l'équipe de Studio Tamani, bonsoir à nos chers auditeurs et auditrices. Moi, je ne sais pas trop l'image du pays, ça ressemble à quoi au jour d'aujourd'hui, mais je peux dire quand même que la jeunesse est vraiment confrontée à des défis énormes. Vous avez cité certains de ces défis. Le défi majeur pour moi, c'est qu'on est déboussolé, on a un problème d'éducation de base et aussi on a un problème de désunion. Donc, je m'excuse vraiment, je suis pas d'accord quand il dit que le CNJ, ça rassemble tous les jeunes et que tout le monde se retrouve dedans. Je ne sais pas si les jeunes ruraux se retrouvent dedans. Est-ce que les jeunes filles se retrouvent dedans, par exemple? Est-ce que certaines classes de jeunes filles se retrouvent dedans? Oui, ça existe, nous, les intellectuels, entre guillemets, je veux dire, nous qui avons été à l'école, qui sont citadins, on peut être au courant de l'existence d'une telle organisation, mais qu'en est-il de nos compères qui sont dans les zones rurales, qui représentent quand même un gros pourcentage de la jeunesse malienne? Et qu'en est-il des plus jeunes? Vous avez parlé des moins de 15 ans, on va dire jeunes, parlons même de 15 à 25 ans. Qu'en est-il de ces jeunes-là? D'aussi loin que je me souviens, les représentants du CNJ, c'est des gens qui ont au-delà de 30 ans, que nous, on a vu, qui ont pu nous galvaniser autour de cette organisation. Est-ce que ces gens, ils intègrent les jeunes de moins de 25 ans dans les prises de décision? Voilà, maintenant, encore une fois de plus, l'image du pays, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais ce qui est sûr, la jeunesse malienne aujourd'hui est confrontée à beaucoup de défis. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Mme Diko? Est-ce que le CNJ vraiment prend compte les préoccupations, tient compte des préoccupations des jeunes de l'ensemble du pays, que ce soit les jeunes ruraux, les jeunes filles, voilà. Ok. Avant que je ne cède la parole, en fait, j'évoquais que le CNJ, c'est l'une des organisations qui est implantée un peu partout sur le territoire national. Dans les plus de 800 communes qui existent aujourd'hui, nous avons des conseils communaux de la jeunesse qui existent dans pratiquement toutes les communes du pays, même là où les endroits où il y a les conflits. On vient de tenir, après la mise en place du bureau exécutif national, il y a eu une formation civique des présidents. Il y a eu le Palais des Pionniers a accueilli plus de 800 présidents venus de l'ensemble du pays, de toutes les régions. Et ces jeunes ont participé à mettre en valeur ce qu'ils ont appris tout au long de leur cursus de leadership, et ils ont mis en valeur cela et ils ont partagé ça avec l'ensemble des autres présidents. Et pour dire que, en ce qui concerne la question de l'âge, oui, je suis d'accord avec vous, autrefois c'était pareil. Les gens qui étaient au sein du CNJ dépassaient fortement l'âge, parce que selon la politique nationale de la jeunesse qui a été rédigée en fonction de la charte africaine de la jeunesse, qui dit que on est jeune à partir de 15 à 35 ans. Et aujourd'hui, les textes du CNJ, les nouveaux textes du CNJ, prennent tout cela en compte. Donc il n'y a pas de membre au sein du CNJ qui dépasse aujourd'hui les 35 ans. Tout le monde, tous les membres élus, il y a même des candidatures qui ont été rejetées à cause de cela. C'est pourquoi on est arrivé à la mise en place du bureau à l'élection avec que 3 candidatures. Et ça, c'est une première dans l'histoire. Autrefois, les candidatures sortaient de partout, mais cette fois-ci, on a pu canaliser la chose. Et la limite d'âge, la tranche d'âge qui existe entre 15 ou 35 ans est respectée. Alors, je reste avec vous en tant que jeune. Oui. Aujourd'hui, si on vous demandait de nous dire quelle est votre grande satisfaction aujourd'hui concernant les jeunes et quelle est votre grande préoccupation aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous direz? Ma plus grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont pris connaissance et ont pris conscience que le pays se trouve dans une situation assez compliquée. Et même dans les endroits les plus éloignés, on sait que l'une des principales contraintes, l'une des principales, si je puis dire, obstacles aujourd'hui, l'un des obstacles, est que l'insécurité est en train de détruire petit à petit notre pays. Et il faut que les jeunes restent debout, qu'ils se mettent ensemble pour combattre ce fléau. Donc, Vous dites que les jeunes ont conscience de cela. Qu'est-ce qui vous montre que les jeunes ont conscience de cela? Que le pays se trouve dans des difficultés. Qu'est-ce qui vous montre cela dans les faits de tous les jours?
Avant même d'être membre du Conseil national de la jeunesse, j'ai passé 5 ans à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et nous avons eu à travailler avec les jeunes de tout le pays à travers le Conseil national de la jeunesse. Et on a su en ce moment que les jeunes ont été au début, à la fin, impliqués à la crise que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est l'une des principales fiertés que j'éprouve, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont pris connaissance même, et ont pris conscience que le pays est confronté à des problèmes et qu'il faut rester soudés pour que on puisse trouver ensemble des solutions à la crise que nous connaissons. Et qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous coupe le sommeil aujourd'hui en tant que jeune, concernant les jeunes? La consommation des stupéfiants. Ça, c'est le principal. C'est la chose qui, en fait, ma grand-mère me disait que quand un de tes ennemis rentre dans la consommation de stupéfiants, qu'il ne faut plus jamais le combattre. Il va se détruire lui-même. Donc vous pensez que le phénomène prend de l'ampleur, ça... C'est gigantesque. C'est pourquoi même le président de la transition, il a mis l'accent sur cela, pour dire qu'on doit tous tout faire pour lutter contre ce phénomène qui ravage de plus en plus nos jeunes. Et moi, aujourd'hui, nous sommes au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet. Bon, c'est un programme qui va prendre en compte tous ces aspects-là. Et on espère que nous serons accompagnés par leurs partenaires, qu'ils sachent que le CNJ, c'est plus l'ancien. On a des manuels de procédure, on a des documents viables qui peuvent nous permettre aujourd'hui de réaliser des bons projets et que les fonds ne soient pas dilapidés ou utilisés autrement que l'objectif pour lequel ils ont été octroyés. Alors, Madame Dicko, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes sont conscients de leur poids, du rôle qu'ils peuvent jouer dans le développement du pays? Je pense que ce n'est pas encore assez. Moi, je vais répondre à la question que vous lui avez posée. La fierté aujourd'hui par rapport à la jeunesse malienne, pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. Les jeunes maliens sont assez ouverts d'esprit. Ils arrivent à adopter, ils arrivent à intégrer. On intègre tout ce qui est nouveauté, par exemple l'IA, par exemple les réseaux sociaux. Pas forcément tout le temps de la bonne manière, mais on arrive à les adopter, à les intégrer. Et aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sortent de ces chantiers battus. Je suis allé à l'école, j'ai fait droit, donc il faut que je sois avocat, par exemple. Les jeunes s'adonnent de plus en plus à l'entrepreneuriat. Les jeunes s'associent de plus en plus. Parce qu'avant, pour que les jeunes s'associent, il faut que des bailleurs sortent ailleurs ou que des personnes intéressées viennent demander à la jeunesse d'une localité de s'unir en association. Mais de plus en plus, les jeunes arrivent à se rencontrer, à avoir des intérêts en commun, à se mettre en association pour chercher quelque chose. Donc cette ouverture d'esprit, c'est une fierté pour cette jeunesse qui peut vraiment hisser la jeunesse hausse. Maintenant, dire qu'elle est consciente... Pourtant, il y a un rapport récent de l'Afrobaromètre qui disait qu'en Afrique, pas que qu'au Mali, mais en Afrique de façon générale, les jeunes sont beaucoup plus prompts à se mobiliser pour des manifestations, pour des insurrections, que de s'engager dans les activités politiques, les élections par exemple, ou bien intégrer des partis politiques et autres. Est-ce que vous partagez C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je ne suis pas sûre que les jeunes sont conscients de leur poids. Parce que quand on regarde, beaucoup de personnes vont vous dire que les jeunes sont de plus en plus engagés dans la vie politique, mais en réalité, les jeunes sont engagés par des tierces quand il faut faire sortir la masse, mais quant à la prise de décision, la jeunesse est mise de côté. Donc peut-être que quelque part, pourquoi on accepte d'être mis de côté? C'est parce qu'on ne comprend pas qu'on a réellement un poids. Si quelque part les politiques ont besoin de cette jeunesse pour faire sortir la masse ou pour se faire entendre, cette jeunesse doit être réellement consciente que dans les prises de décisions, et pas que des décisions généralisées, des décisions qui concernent cette jeunesse en elle-même, elles doivent être présentes et elles doivent avoir des représentants valables. Alors, M. Condé, vous, en tant que membre du CNJ, est-ce que vraiment vous êtes consulté dans les prises de certaines décisions vous concernant la jeunesse? Est-ce que vous faites seulement de la figuration, vous accompagnez seulement les autorités, ou bien vous avez souvent votre mot à dire par rapport à certaines choses vous concernant? Oui, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous sommes consultés par rapport à certaines prises de décision.
Par exemple, l'Assemblée nationale, la constituante qui est le Conseil national, de la transition, nous consulte à chaque fois qu'il y a des nouvelles lois qui doivent être prises pour la création d'une ou une telle structure et pour certaines questions qui requièrent l'avis du Conseil national de la jeunesse. Donc on est entendu par la commission de loi et d'autres commissions pour donner notre avis. Est-ce qu'il vous arrive de dire non s'il le faut? Si il y a des textes qui ne vont pas vraiment, en tout cas, qui ne sont pas à la faveur des jeunes, est-ce que vous êtes prête à vous opposer? Je pense que c'est même cela l'objectif de la consultation. Oui, mais la consultation, ça peut être juste dans la formalité. Non, nous, on n'est pas dans ça. C'est comme je vous l'ai dit, là, le CNJ là, a été, quand on a remis en place le CNJ, c'est avec même les composantes, même les membres qui composent le CNJ. Donc, on n'est plus dans d'autres cas de figure où on ne faisait que suivre la dynamique. Aujourd'hui, on est là, on veut construire. Donc, quand il y a des défauts, on les souligne. Quand il y a des trucs qui peuvent marcher, on le dit aussi. Et donc, s'il faut qu'on donne notre avis indépendant, on les donnera. Et à chaque fois qu'on a été consulté, c'est ce qu'on a eu à faire. Alors maintenant, comment vous expliquez le fait que les jeunes ne sont pas beaucoup engagés politiquement, ils ne sont pas prêts à intégrer les partis, mais quand il s'agit des mouvements d'insurrection, c'est les jeunes qui sont en première ligne. Comment vous expliquez cela? Moi, c'est pourquoi je pense que le concept de Malicoura est vraiment souhaitable. Moi, j'aime que ce qu'on faisait autrefois, qui avait de mal, il faut que ça cesse. Autrefois, on est tous conscients ici que la jeunesse était utilisée uniquement pour les élections et qu'on n'avait même pas droit au chapitre. Les jeunes n'étaient pas beaucoup plus considérés quand il s'agissait de prendre des candidatures exactement pour qu'il les désigne qu'ils soient candidats. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette nouvelle dynamique, avec la classe politique aussi qui est en train de se rajeunir, même si les activités sont suspendues pour le moment, ça va se rajeunir et ça va permettre à ce que de nouvelles figures politiques jeunes puissent sortir. Et aussi pour ajouter, même en ce qui concerne aujourd'hui, nous sommes en train de travailler parce que, comme vous le savez, depuis les années, les gouvernements successifs ont eu à créer ou à octroyer des représentations de la jeunesse au sein de certaines structures. Quand le bureau a été mis en place, on est en train de travailler à cartographier et à répertorier l'ensemble des représentations des jeunes au sein des différentes structures. C'est un travail fastidieux, c'est un travail compliqué parce que ceux qui sont en place aujourd'hui, qui ne sont plus dans la tranche d'âge, ils sont plus entre 15 et 35 ans, sont en train d'occuper des postes qui reviennent de droit au Conseil national de la jeunesse. Donc, ce n'est pas une question de revenus ou autre, mais c'est une question parce que si vous êtes nommé dans une structure au nom de la jeunesse, il faut que les intérêts de la jeunesse soient défendus. Donc, vous qui travaillez ou qui êtes en contact avec la structure en question, vous devrez pouvoir remonter les informations au niveau du Conseil national de la jeunesse pour dire que, dans cette structure, il y a des opportunités qui se créent, il y a des projets qui se créent. Comment on peut faire pour orienter ces décisions ou ces projets-là qui sont en train d'être créés afin de les rendre sensibles à la question jeune. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous pensons qu'on doit faire et on est en train de travailler d'arrache-pied sur cela. Donc très prochainement, des projets et des programmes seront lancés sur ça. Ok, vous l'avez dit, l'une de vos préoccupations aujourd'hui, c'est le fléau de la drogue. Mais il y a aussi d'autres défis auxquels les jeunes sont confrontés. C'est le chômage, mais c'est aussi l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, entre autres. Vous, en tant que CNJ, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Ce que nous faisons, nous sommes en train de travailler à ce qu'on puisse mettre en place des conventions de partenariat avec d'autres structures telles que les entreprises et les ONG et autres, afin qu'ils puissent prendre en stage des jeunes, afin de les encadrer et autres. Et aussi, on est en train de chercher des financements. Comme vous le dites, les jeunes ruraux. En fait, on réfléchit avec un projet et programme qui est sur le climat et l'agriculture de résilience. Donc actuellement, les jeunes ruraux, tout ce qui englobe cette partie de la population jeune, donc doit être associé pour faire cela. Donc c'est entre autres les projets et programmes que nous sommes en train de mener ou de réfléchir pour que les jeunes puissent s'en sortir. Alors Madame Diko,
Est-ce que vous pensez que c'est des actions qui, vraiment, qui sont à même aujourd'hui de changer la donne quand on regarde ces différents défis-là qui sont le chômage, l'accès à l'éducation, mais même le fléau de la drogue? Moi, je pense que d'abord, le fléau de la drogue, les défis est national. Ça ne concerne pas que la jeunesse. Donc, c'est au niveau national qu'il faut trouver la solution à cela. Pour que des drogues soient consommées, il faut que les drogues rentrent. Et pour que ça soit consommé, il faut que ces consommateurs n'aient aucune idée vraiment des enjeux liés à ces drogues-là. Le chômage aussi, pareil. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont te dire que les jeunes chôment, c'est de leur faute, il faut aller vers l'entrepreneuriat, il ne faut pas vouloir forcément être bureaucrate et tout. Mais je suis désolée, même dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'accompagnement de l'État. Et l'État n'est pas forcément présent au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a des structures comme la NPE qui sont là, mais est-ce que c'est suffisant pour l'ensemble de la jeunesse? Donc oui, leurs actions sont salutaires, mais ce n'est pas suffisant. Et pour que ça soit un temps soit peu acceptable, il faut que la jeunesse intègre ces solutions que vous mettez en place. Est-ce que la jeunesse est d'accord avec ces solutions? Est-ce que la jeunesse a été consultée? Est-ce que la jeunesse n'a pas d'autres solutions? Parler d'agriculture, d'environnement, c'est bien, ça fait partie des programmes de développement durable. Mais est-ce que la conscience actuelle de votre jeunesse, et on parle encore vraiment des jeunes de 15 à 35 ans, est-ce qu'ils vont intégrer ces solutions-là? Donc, moi, je vais toujours insister là-dessus. Le défi majeur, lui, il a parlé des drogues, la chose qui l'empêche de dormir. Moi, ce qui m'empêche de dormir réellement, c'est l'éducation, le manque d'éducation. Et quand on parle d'éducation, je ne parle pas du fait d'aller à l'école, d'apprendre à écrire et lire. Je parle de la base, de ce que la famille est censée inculquer, de ce que les enseignants sont censés inculquer en dépit du fait d'être lettrés. Cette éducation nous manque aujourd'hui de plus en plus. Chaque année, on voit que les niveaux de nos jeunes, de nos cadets baissent. Pourquoi? Ça, c'est un vrai défi. Pourquoi on ne se pose pas les questions? Et pourquoi on ne trouve pas des solutions? Des jeunes aujourd'hui qui pensent que la réussite se limite aux finances, à avoir construit une maison, à avoir acheté une voiture ou à avoir une entreprise. Mais ça, ce n'est pas nos valeurs, je vais dire nos valeurs maliennes d'antan. Qu'en est-il du « je ne vole pas », qu'en est-il de ces vraies valeurs-là? Aujourd'hui, on les perd. Et peut-être que c'est depuis au niveau des parents qu'il faut revoir. Donc, vous êtes en train de nous dépeindre le CNJ comme quelque chose qui est nouvellement né avec de vraies valeurs. J'espère vraiment que c'est le cas. Et si c'est le cas, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, il y a énormément à faire. Monsieur Condé, vous en êtes conscient? Vous avez des actions, vous envisagez des actions dans ce sens? Oui. Nous sommes conscients, en fait, comme elle l'a dit, nous-mêmes, on est conscients que le problème de l'éducation est vraiment compliqué. Et j'ajouterais également l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi. Ça, c'est quelque chose qui vraiment pénalise la jeunesse aujourd'hui. Et il faut qu'on essaie de trouver des solutions à cela. Et quand il s'agit d'intégrer ou que les jeunes ruraux puissent s'approprier des problèmes ou s'approprier des initiatives que le Conseil national de la jeunesse va mettre en place. Donc ça, c'est le rôle de nos démembrements. En fait, on a plus de 19 conseils régionaux qui sont aussi répartis entre les 10 conseils communaux. Donc il s'agira aussi ça dépendra du leadership de tout l'ensemble des présidents régionaux pour essayer de faire que les jeunes qui relèvent de leur localité puissent s'approprier des projets conçus pour eux. Et si aujourd'hui on s'est dit que tout le monde doit être consulté dans la préparation de ces documents. C'est pourquoi jusqu'à présent, l'idée est là. Les documents, les premières versions ont été conçues et ils sont renvoyés à la base pour consultation. Et une fois que cela sera finalisé, on pourra mettre en œuvre. Ok, nous sommes dans une période de transition, même si nous y sommes depuis 5 ans maintenant. Nous avons un président jeune, lui-même il a dit dans un discours après
sa prise du pouvoir, il dit si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. D'abord, comment vous avez interprété cette déclaration du président de la transition? Comment vous l'avez comprise? Moi, je l'ai compris en me disant que en fait, le président, il appelle tout un chacun à se sentir acteur. Surtout, principalement, les jeunes. Parce que lui, il est jeune, il vient de notre couche. Donc, il s'est dit que s'il échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Donc, que tout un chacun aussi doit poser une action aussi minime soit-elle pour que les choses puissent s'améliorer. Que chacun essaie de construire le pays à son sein et dans la zone où il évolue. Est-ce que ce discours-là, est-ce que dans les faits, ça se traduit, cette interpellation aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Est-ce que dans les actions, oui, le président vous considère comme acteur majeur du pays, dans le développement du pays? Oui, moi je pense oui, parce que comme je l'ai si bien vanté, la mise en place du nouveau bureau de CNG, ça c'est sous le leadership du président de la transition également, parce que le gouvernement aussi travaille avec lui pour mettre en œuvre ces choses. Mais pour donner un exemple concret, je peux dire par exemple les équipes régionales de la réconciliation mises en place par le ministère de la Réconciliation nationale, la Marne. Aujourd'hui, au sein de la Marne, l'ensemble des présidents régionaux du Conseil national de la jeunesse travaillent avec les équipes régionales de la Marne pour mettre en place des équipes solides qui peuvent servir de vrais relais pour le dialogue entre les Maliens, apaiser les tensions, pour faire toutes les missions qui sont attribuées à la Marne. Aujourd'hui, ça c'est un grand plus. Et ça va descendre même au niveau des communes, que les présidents communaux aussi soient intégrés avec l'organe communal des équipes de la Marne. D'accord. Madame Dicko, quand vous regardez aujourd'hui le traitement réservé à la jeunesse, aux problèmes des jeunes, est-ce que quand vous le comparez à celui des gouvernements précédents avant l'avènement de la transition, est-ce que vous sentez une différence particulière? Il y a beaucoup plus. Est-ce que les jeunes constituent aujourd'hui beaucoup plus une priorité qu'auparavant? Malheureusement, moi, je ne constate pas réellement qu'on est de plus en plus considéré dans les prises de décision ou que les programmes mis en place concernent plus la jeunesse que dans les mandats précédents. Je ne pense pas. Il a donné des exemples, mais il y avait d'autres programmes dirigés vers la jeunesse dans d'autres mandats. Mais encore une fois, le fait, ce n'est pas d'avoir des programmes mis en place. Le fait, c'est vraiment le suivi de ces programmes-là et de vraiment intégrer cette jeunesse dans la mise en place de ces programmes-là. Tant que la jeunesse même n'est pas consciente des défis, n'est pas consciente des solutions proposées et n'intègre pas ces solutions, quel qu'en soit le programme mis en place, ça ne va pas marcher. Vous l'avez dit, l'un des défis majeurs aujourd'hui, c'est le chômage. Bon, le président de la transition, je ne sais pas, on dit dans les discours officiels que le chômage a été réduit. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour réduire ce chômage? Alors que contrairement, on sait qu'il y a des institutions de travail qui ont fermé de par cette transition-là, où il y avait des jeunes qui travaillaient. On sait qu'avec les coupures d'électricité maintenant, bon nombre de jeunes ont vu leur entreprise fermer ou osciller. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le climat de cette transition est vraiment favorable à la jeunesse? Je ne suis pas vraiment sûre, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard parce que pour vous caricaturer en médecin, il faudrait que ce soit le président, que ce soit d'autres membres du gouvernement, que ce soit nous-mêmes. Il faut qu'on se rende compte que la jeunesse constitue la colonne vertébrale de cette nation, qu'on le veuille ou pas. Elle n'est pas le cerveau. Elle ne peut pas être le cerveau. Mais pour les gens qui ont des notions en sciences médicinales, sans colonne vertébrale, on ne s'arrête pas. OK? Sans cerveau, on n'avance pas, mais sans colonne vertébrale, on n'est pas arrêté. Donc, il est temps que la jeunesse vraiment soit consciente. Ce n'est pas parce qu'on nous indexe, tout le monde va parler de jeunes, toute candidature. Quand les gens ont envie de se faire voir, ils vont mettre deux entités en avant, les femmes et la jeunesse. Il est temps
que les deux entités d'ailleurs, parce que quelque part je vais faire aussi le combat des femmes, sortent de ça. Il ne faut pas seulement qu'on nous utilise quand on a vraiment besoin qu'il y ait beaucoup de têtes, mais qu'on pense réellement à nous, parce que quels qu'en soient les programmes qui vont être mis en place, tant qu'on ne les intègre pas, ça ne va pas marcher. Voilà. Alors, Monsieur Condé, en tant que membre du CNJ, principal fêtière des jeunes du Mali, si on vous demandait aujourd'hui en tout cas, de soumettre une préoccupation aux autorités que vous souhaitez qu'ils soient, en tout cas, prises en compte tout de suite, vous avez parlé du fléau de la drogue, mais en plus de ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? En termes de défis ou en termes de recommandations? De préoccupations aujourd'hui. Bon, ça restera de créer des voies et moyens pour que nous puissions avoir beaucoup plus d'emplois pour les jeunes. Bon, je ne l'ai pas beaucoup abordé parce que sincèrement, ça ne relève pas de nous. Nous, on ne peut que demander aux autorités de créer des voies et moyens et des facilités pour que les jeunes puissent avoir des emplois dignes et décents. Parce qu'aujourd'hui aussi, le problème, ce n'est pas que d'avoir de l'emploi, c'est aussi d'avoir des emplois décents et être bien payé pour que son travail puisse te servir à quelque chose. Il y a aussi ce phénomène. Madame Diko, aujourd'hui, on l'a dit, hein, les défis sont nombreux, ils sont légion. Aujourd'hui, comment, en tout cas, les relever, même si on n'arrive pas à tous les relever, mais relever les plus essentiels aujourd'hui, comment on doit s'y prendre? L'éducation, la formation, la conscientisation. Les jeunes ne peuvent pas faire leur combat seuls. D'accord? Et les parents ont démissionné malheureusement. Les parents doivent reprendre leur rôle d'une main de fer. Les autorités sont obligées de considérer cette entité vraiment en profondeur. Et quand on parle de la jeunesse, encore j'insiste là-dessus, ce n'est pas les jeunes citadins qui ont été scolarisés, qui peuvent s'exprimer. Non, la jeunesse, c'est au fin fond du Mali. C'est toutes ces personnes qui viennent d'avoir la puberté, qui aspirent à réussir dans sa vie. C'est le cas de tout le monde. Et ces jeunes, malheureusement, sont déboussolés, ne sachant plus quoi faire. Nous, on a grandi avec un discours où on te disait, va à l'école, travaille bien, tu sortiras, tu auras un bon boulot. On est sorti, on se pose la question, le boulot, il était où? Et aujourd'hui, ce n'est pas ces discours que nous tenons en nous cadet. On ne leur dit pas, allez-y à l'école, travaillez. Non, on leur dit, apprenez les métiers de profession, entreprenez. Et encore dans cet entrepreneuriat, on se rend compte aujourd'hui, pour des jeunes qui l'ont essayé, qu'il faut quand même que les autorités accompagnent, qu'il faut quand même que les parents accompagnent. Parce que je vais répéter ici la phrase emblématique de Mossadegh Bali, qui dit que dans l'entrepreneuriat, le plus grand capital, ce n'est pas l'argent. Le plus grand capital, c'est ton intégrité. Et ça, les jeunes l'ont perdu. On est prêt à tout aujourd'hui pour le cash flow tout de suite et maintenant. C'est pour cela qu'on n'a que des comédiens, on n'a que des gens qui font du commerce farfelu sur les réseaux sociaux. Cette jeunesse, elle est où son avenir? D'accord, la question reste posée et c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue qui parle aujourd'hui de la jeunesse. Nos invités étaient Boubacar Condé, il est le coordinateur adjoint pour l'épanouissement des jeunes de la diaspora au sein du Conseil national des jeunes du Mali, et Dr Fatoumata Diko, elle est observatrice. Ce grand dialogue a été mis en onde par Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Il y avait Gagny Kanté, Sekou Gadjigo l'a réalisé et présenté. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.